Alors, l'Anthropocène, c'est une question d'actualité en 2016. Je ne vais pas vous dire trop de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'en 2016, les géologues vont devoir décider, la Commission internationale de stratigraphie va devoir décider si oui ou non on va introduire l'Anthropocène. Alors, je vais aller très vite là-dessus pour vous dire que donc ce sera une question d'actualité. Il y a eu déjà des articles cette année dans les grands journaux internationaux comme Le Monde, The Guardian, enfin, tout le monde a publié sur l'Anthropocène. Ça va être le cas encore ou le temps chez nous. Ça va être le cas encore cet été. Peut-être 2 mots. Il est très probable, j'ai discuté avec des gens qui sont dans la commission, que l'Anthropocène ne soit pas formellement introduit cette année. Mais ce n'est pas grave. Peut-être vous dire que le groupe de travail qui travaille sur l'Anthropocène eh bien, est unanime pour dire que l'Anthropocène se distingue de la période géologique qui précède, c'est-à-dire l'Holocène. La seule question qui reste ouverte, c'est de dire quand est-ce qu'on fait démarrer l'Anthropocène. Donc c'est une question tout à fait technique. De dire est-ce qu'on met 1950 avec la bombe atomique, est-ce qu'on met 1800 et quelques avec l'invention de la machine à vapeur, est-ce qu'on met 1610 avec la remontée du CO2 suite, je ne vais pas vous raconter le détail, mais suite à la diminution drastique des populations nord-américaines, enfin natives. Il y a différents, ou alors on va plus loin, est-ce qu'on prend le néolithique, enfin, il y a un certain nombre de questions qui sont tout à fait ouvertes, de savoir quand est-ce qu'on définit le début de l'Anthropocène. Mais en tout cas, pour ce qui est du groupe de travail, l'Anthropocène, c'est une réalité. Donc, même si vous ne le trouvez pas dans l'échelle des temps géologiques que vous pouvez regarder sur Wikipédia, l'Anthropocène, c'est un concept qui existe dans le monde de la géologie, même si ça prendra peut-être encore quelques années pour qu'il soit formellement. Alors, j'anticipe un peu, parce que peut-être qu'il va être accepté cette année. Alors, donc voilà, ça je ne veux pas le présenter maintenant. Donc ce qui est important, c'est peut-être de distinguer là-dessus, dans les âges qu'on peut donner pour le début de l'Anthropocène, l'Anthropocène, ce qu'on peut appeler l'anthropisation. C'est-à-dire qu'on peut remonter très loin dans la préhistoire et l'histoire humaine de manière générale, et on trouvera toujours des exemples où l'homme aura brûlé la forêt, aura fait des choses importantes. Mais ça, on reste encore dans l'anthropisation. Ce qui caractérise l'Anthropocène, c'est que l'impact, il est juste ubiquiste, il est global. C'est qu'il est juste global et avec un effet beaucoup plus fort. Donc évidemment, on passe de l'un à l'autre, pas de manière abrupte, mais en tout cas, conceptuellement, il faut distinguer les choses, ce qui fait que très probablement, le début de l'Anthropocène devrait être placé, on va dire, depuis la révolution industrielle. Quelle que soit la date, ce sera entre la révolution industrielle et maintenant. Alors, j'aimerais quand même faire quelques considérations historiques, parce que d'où, finalement, pourquoi on en est dans cette situation. Et là, si on fait un détour par l'histoire, on peut quand même se rendre compte que, du point de vue historique, au passage du Moyen-Âge à la Renaissance, donc oui, je saute un peu les sciences naturelles maintenant. Oui. Juste avant, l'histoire de l'Anthropocène, oui. Une scène ou une époque géologique, c'est parce qu'on voit une couche dont... Ouais, écoute, comme tu m'as dit que j'avais plus de 10 minutes, je n'avais pas le temps de le présenter. Non, mais en effet, il y a des critères. Et malheureusement, dans les critères qu'utilisent les stratigraphes, il n'y a pas la chute de la biodiversité. Ce n'est pas un critère en soi. D'où la difficulté. C'est-à-dire que les critères utilisés par les stratigraphes, qui sont genre une couche type qu'on retrouve dans le monde entier, où on voit par exemple qu'il y a une baisse de l'oxygène de tous les niveaux, dans tous les milieux marins, des choses comme ça, ce ne sont pas des critères tout à fait applicables à l'Anthropocène, parce que finalement, c'est plus les écologues ou des géologues qui travaillent sur les systèmes actuels qui voient les effets de l'Anthropocène, mais les éléments qu'ils donnent ne rentrent pas dans les critères de la commission de stratigraphie. C'est juste vraiment un problème méthodologique, tu vois. C'est ça le problème en réalité. Mais c'est un détail finalement, ça c'est qu'un problème de géologue. Donc la question c'est de se poser, mais comment on en est arrivé là et comment on est passé de l'anthropisation à l'Anthropocène. Et l'interprétation qui est souvent faite du point de vue, on va dire, plus anthropologique, c'est de considérer que depuis la modernité, c'est-à-dire cette grande, c'est plus un concept que vraiment une période historique, la modernité, donc toute la période historique qui a suivi le Moyen-Âge, eh bien nous ayons, pour les anthropologues, changé d'anthologie, changé de manière d'être au monde. Et pour le caractériser, il y a 2 choses qu'on peut présenter, je vais le faire très rapidement, c'est que d'une manière générale, l'homme occidental, je précise, la civilisation occidentale, s'est distancé du monde. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans une position où on est plus en regard du monde et en distance avec ce monde-ci. Et un exemple culturel classique pour l'illustrer, c'est l'introduction en peinture de la perspective. Donc on va passer plutôt d'une peinture de représentation picturale qui vont être symboliques à un rapport au monde tout à fait objectivant et mathématisé. Et ça, c'est très fort dans l'histoire de la peinture. C'est même revendiqué par certains peintres de l'époque, ce rapport très mathématique, très objectif, très distant avec la nature. Et ça, c'est un élément qui est souvent mis en avant pour
pour marquer ce début de cette distance de l'homme occidental avec cette nature. C'est comme si l'homme était dans le monde, mais pas vraiment au monde. C'est-à-dire qu'il est dans ce monde, mais il n'est pas comme le reste, quoi. Il est un petit peu au-dessus. Donc il ne faut aussi pas oublier que la science même, quelle que soit la science, y compris la géologie, elle est née de cette pensée-là, l'idée qu'on pouvait se détacher du monde pour l'observer. Et la deuxième représentation, alors je vais un peu vite, mais la deuxième représentation qui est importante, c'est de concevoir le monde comme une machine. Dès la Renaissance, on va commencer à développer des automates, et l'automate, la montre également, devient à quelque part la métaphore du monde. Le monde, c'est comme un automate que le scientifique va démontrer pour en comprendre les rouages, au départ voulu par Dieu, et en fait, on va s'intéresser à ce monde, on va voir le monde à quelque part comme une machine, et ça, c'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on en devient l'horloger, de fait. Ça, c'est une représentation très très forte. Donc ça, c'est une chose, je ne vais pas le présenter, aussi bien étudié de la part des anthropologues. Alors là, il y a un modèle qui a été proposé par Philippe Descola, qui est anthropologue au Collège de France, qui a proposé de caractériser toutes les ethnies sur Terre en 4 entrées. Et au fait, il y a une de ces entrées qui s'appelle nature, et au fait, qui ne concerne que nous occidentaux, enfin au départ, et qui dans l'histoire apparaît justement à la Renaissance. Alors que toutes les autres ethnies sur Terre, alors c'est discuté aussi par les anthropologues, hein, comme tout modèle, je suis prudent avec les modèles, évidemment que les choses sont discutées, eh bien c'est des noms dont on a déjà entendu, un totémisme, animisme, analogie, ont des rapports au monde qui sont distincts, et la seule ethnie connue au monde qui a développé un rapport qui va considérer que nous sommes de la même nature physique, au niveau de ce qu'ils appellent, du point de vue scientifique, la physicalité, enfin un peu académique, mais au niveau de l'intériorité de l'âme, on n'est pas de la même nature que le reste. On est d'une autre nature au niveau de l'âme. Ça, c'est la vision générale de l'homme occidental. Donc, il en découle un désir de maîtrise technique, hein, et j'ai repris la fameuse phrase de Descartes, où l'homme est comme maître et possesseur de la nature, hein, ça s'est formulé au XVIIe siècle. Et pour l'illustrer, j'ai repris ici une image qui était publiée sur des tablettes de chocolat en Allemagne à la fin du XIXe siècle, où c'est la machine à faire le beau temps. Donc ils imaginaient, et c'était tout à fait sincère, on pensait dans la maîtrise du monde, on pensait qu'on allait faire en l'an 2000, en l'occurrence, la machine à gérer le temps. Vous voyez où on en est en 2000, parce qu'en 2016, on est loin de faire une machine à faire le beau temps, on est même... Un peu, oui, localement. Ouais. Mais pas comme on le voulait tout à fait, quand même. C'est pas une vraie maîtrise, hein, c'est ça. Il y a une autre conséquence aussi, je vais très rapidement, ça vous intéresse, vous viendrez voir l'expo. Notre manière de voir le monde va consister à séparer la nature d'un côté et la culture de l'autre. On va dire que ces deux gabarits ontologiques, c'est une manière, ce qui fait qu'on va interpréter toutes les choses, elles sont soit de nature, soit de culture. Et l'anthropocène, en soi, c'est un concept très intéressant parce qu'il perturbe complètement cette distinction forte entre les deux. C'est-à-dire que les choses, est-ce qu'elles sont vraiment de nature, est-ce qu'elles sont de culture, est-ce qu'il y a encore des choses de nature? En fait, l'impact de l'homme étant tellement fort, finalement, est-ce qu'il y a encore des choses en soi de nature ou bien qui ne sont pas influencées par l'homme? Et dans cette idée, dans l'idée moderne, classique, la nature, c'est ce qui est déterminé. Donc, c'était l'idée que les animaux, c'est des automates, hein, qui est très forte. Et puis, la culture, nous, c'est la liberté. Et ça, ça s'est exprimé au niveau politique également, avec cette idée d'un libéralisme qui est l'absence de contraintes. Ça, c'est tout à fait une idée moderne. Et qui découle des principes que je viens de présenter, de distanciation, de mode machine. Le productivisme, ça, c'est très important, parce que finalement, alors moi, je ne suis pas spécialiste, j'ai fait confiance à des collègues philosophes là-dessus. Évidemment que l'Anthropocène, on parle souvent de Capitalocène, c'est un de ses deuxièmes noms, mais du point de vue, fondamentalement, cette pensée moderne, elle amène quoi? Au productivisme, et le productivisme, ce n'est pas que le capitalisme, c'est aussi le communisme, et ça, il ne faut pas l'oublier, et du point de vue politique, finalement, c'est un peu... Évidemment, il y en a un qui a dominé l'autre et qui réussit, donc les conséquences, maintenant, elles sont surtout liées au capitalisme, mais enfin, finalement, dans le fond, on ne peut pas dire que le communisme soit vraiment mieux là-dessus, parce que le communisme, en soi, est aussi productiviste. Alors, c'est pour ça qu'on parle parfois de capitalocène, et je l'ai remis ici. Et là, peut-être plus encore maintenant pour revenir à la thématique et ouvrir ensuite le débat. Au fait, du point de vue de la science, j'ai une formation scientifique, donc ça m'intéresse. Le problème de l'industrie, c'est que forcément, des choses qui sont présentées, comme je vous l'ai présenté ce soir, posent problème à des modes de production, à des activités liées à des grands groupes industriels. Et donc, il y a
ont été mis en place des stratégies de communication malheureusement extrêmement efficaces. Ces stratégies ont démarré dans les années 50 par les cigarettiers, parce que le premier problème qui s'est posé, c'était la cigarette, quand on a démontré que la cigarette posait des vrais problèmes pour la santé. Et c'était une réunion de crise de la part des cigarettiers à l'époque, de dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Et une boîte de communication, je crois en 2 ou 3 semaines, leur a pondu un plan de stratégie qui allait leur permettre, et ça a réussi, de gagner des parts de marché et de ne pas disparaître. Et de manière générale, et on pourra encore discuter tout à l'heure, je suis désolé, je ne vais au pas de charge parce que le temps passe, le principe qui prévaut, qui est au cœur de la stratégie de communication des grands groupes, consiste à créer du doute. Du coup, il y a même un professeur Proctor, je ne sais plus s'il est à Harvard ou je ne sais plus quelle grande université américaine, qui a introduit une nouvelle science qui est l'agnologie, l'étude du doute, tant sa production que sa réduction. Mais en tout cas, dans la production du doute, ce qui est très clair, il y a de la part de beaucoup de grands groupes industriels un plan de com et de marche et d'attaque par rapport au monde scientifique pour créer du doute. Et l'idée, ce n'est pas juste de donner des contre-arguments. L'idée, c'est de prendre le principe de doute qui est au cœur de la science, c'est-à-dire que n'importe quel scientifique doit douter, c'est-à-dire doit douter des résultats, mais l'idée, c'est que quand un consensus scientifique apparaît dans une communauté scientifique, quel que soit le sujet, on va l'attaquer en disant qu'on ne sait pas tout, on n'a pas la preuve absolue et on n'a pas la démonstration expérimentale de ce qu'ils avancent. Et ça, c'est l'attaque qui est systématiquement faite. En soi, la question du doute, donc en fait, les industriels utilisent le doute pour, on va dire, faire naître le bébé dans l'œuf, pour semer la zizanie, on va dire, par rapport à des faits scientifiques qui sont avérés. Alors évidemment, dans l'absolu, un fait scientifique n'est jamais avéré dans l'absolu. Quel que soit le domaine d'étude, il y a toujours il n'y a jamais, on va dire, unanimité totale dans une communauté scientifique, ou rarement, ou c'est à des degrés variables, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Il y a toujours des groupes qui s'affrontent, mais il y a quand même, en général, un consensus qui émerge, qui est plus ou moins grand. Et là, la manière de procéder des industriels, c'est de dire, tant qu'on ne sait pas, nous, on continue à faire, et finalement, OK, au mieux, on admet qu'on est aussi un des problèmes, mais il y en a tellement d'autres que finalement, on ne peut pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que toutes les commissions nationales ou internationales qui doivent statuer sur la dangerosité d'un produit ou l'autre, maintenant sont complètement noyautées par des scientifiques à la solde de certaines de ces compagnies, et dans leur action, ça consiste constamment à semer du doute et du doute et du doute. Et ça, c'est une conséquence, malheureusement, ça freine le développement scientifique, et surtout, ça freine des mesures qui devraient être prises par rapport à des problèmes bien identifiés. Alors, des problèmes socio-scientifiques, il y en a énormément. J'ai fait quelques captures d'écran ici sur le site du Monde, ou alors ici, j'ai pris des tweets de Stéphane Foucard, et en particulier concernant les cerises ici. Les FSA, c'est le bureau de l'Union européenne qui valide ces choses-là, fait des études, par exemple, sur des insecticides. On ne sait pas qui fait partie de la commission, impossible de savoir qui fait partie de la commission, et elle prend des positions. Et en face, on a en général des groupes de scientifiques qui sont clairement identifiés, qui peuvent attester qu'ils n'ont aucun lien avec l'industrie, mais n'empêche qu'au final, c'est quand même eux qui ont le plus de poids, malheureusement. Et c'est l'exemple de la Commission européenne, c'est un exemple parmi d'autres. Mais enfin, c'est souvent, malheureusement, les commissions sont très souvent noyautées de cette manière. Alors, des scandales socio-scientifiques, alors il y en a eu plein. Un climato-sceptique démasqué, c'est-à-dire que carrément, on peut avoir des spécialistes qui sont directement payés. On a eu un cas à Genève avec l'industrie du tabac. La plupart du temps, les industriels vont profiter de scientifiques d'un domaine pour les faire parler d'un domaine qu'ils connaissent moins. Mais comme ils sont scientifiques ou professeurs d'université, on ne va pas les remettre en question. Pourtant, ils ne sont pas du tout spécialistes du domaine. Mais parfois, on a des spécialistes du domaine, c'est un peu plus rare. Et il y a des scandales de ce type-là, ça concerne même le sucre. Ça, c'était des infos récentes. C'est un truc que j'ai pris sur le tweet de Nature il y a 2 ou 3 mois. L'histoire toxique du sucre, et qui a été des choses qui ont été évidemment cachées. Alors, comme je l'ai dit, du point de vue du capitalocène et de cette question-là, on a une vraie menace sur la science, sur ce qu'est la science, puisqu'on va directement noyauter les systèmes jusque dans le système universitaire, on va créer du doute et on va créer de la confusion dans ces milieux-là. Et vous voyez que là aussi, j'ai trouvé un article sur Le Monde, érosion de la biodiversité, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors évidemment, on peut la discuter, ça c'est clair, et les scientifiques la discutent avec des marges d'incertitude. Et
mais évidemment qu'on voit qu'en face, on va opposer du scepticisme systématiquement. Mais je veux dire, on peut le faire sur tous les domaines. Moi, j'aime bien prendre le sujet de ma thèse. Personnellement, j'ai étudié la diffusion d'un gaz dans une structure minérale. Alors, c'est un sujet absolument avec aucune dimension socio-scientifique. Hein, donc, il n'y a pas de dimension socio-scientifique. N'empêche que même dans ce domaine-là, il y avait des équipes qui étaient en confrontation totale. Donc, quel que soit le domaine de production de savoir en sciences, il n'y a de toute façon jamais un consensus absolu. Donc, au fait, les industriels profitent de cette situation pour systématiquement attaquer les domaines. Et voilà, ça c'est un autre exemple aussi. Il y a la géologie, Capitalocène, un article qui a été publié il y a 1 mois et demi, Anthropocène, article dans une revue géologique, Geological Society of America, avec quelqu'un qui fait partie de la Commission internationale de stratigraphie, qui dit l'Anthropocène époque, est-ce que c'est une décision scientifique ou politique ? Ah, la belle affaire. Est-ce que vraiment la science est toujours séparée de la politique ? Non. De toute façon, tout est politique, mais on ne peut pas juste dire c'est scientifique ou politique. Et ça, c'est une autre manière d'approcher les choses. C'est finalement, les industriels vont dire, ben, puisqu'il n'y a pas consensus, vous n'êtes pas absolument sûr de ce que vous avancez, mais à 100%, eh bien, votre décision n'est pas scientifique. Vous n'êtes pas scientifique, c'est juste une décision politique. Et vous voyez que ça déteint sur le monde académique ici, avec des titres de ce type-là. Alors, si ce que je vous ai présenté maintenant brièvement vous intéresse, eh bien, je vous conseille de lire le livre de Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde scientifique, et qui a écrit La fabrique du mensonge. Donc, c'est un livre vulgarisé sur ces questions, parce que lui-même s'est basé sur des études comme celles de Proctor et d'autres scientifiques dans le domaine, mais enfin, qui présente ces questions de manière plus détaillée. Donc, moi, je vous le conseille. C'est un peu effrayant. Ça fait partie de ces livres qui font... Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà lu dans le public. Vous l'avez lu ? Il y a une autre personne qui l'a lu ? Aucune personne ? Mais lisez-le, parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc, moi, je dirais... voilà, alors, vive l'Anthropocène. Juste pour conclure, je vais arriver aux conclusions. Finalement, comment concevoir l'avenir ? Et je dirais qu'il y a 2 grands discours sur l'Anthropocène, maintenant, qui sont dominants. Le premier consiste à dire, OK, on ne savait pas, maintenant on sait que c'est grave, donc on va tout faire pour que ça ne se passe pas. Et comment on va faire ? On va faire avec la technique. Et ça, c'est le discours de Paul Crutzen, donc prix Nobel, qui a vulgarisé qui a popularisé le terme d'Anthropocène. Et donc, ça consiste à dire, pas de problème, et là, je vous le montre, c'est un Zepp, donc le dessinateur Zepp, a un blog sur le site du Monde, et lui-même a fait une BD là-dessus, où c'est un dialogue entre un humain et un dinosaure et une méduse. Et puis il dit, regarde, c'est la classe, nous, on a une époque à notre âge, qui porte le nom de l'homme. Et puis les autres, tu disent, ouais, mais quand même, c'est pas si drôle parce que finalement, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous laisserai le lire. Allez sur le site de Zepp, sur le blog, il est vraiment très sympa. Puis le dinosaure et la méduse, non, mais attends, c'est vraiment très très grave. Et là, le Zepp, qui se représente toujours dans ses dessins, dit, attendez, la science trouve toujours une solution. Ça, c'est très moderne comme idée. La science va toujours nous trouver une solution. Et je reçois Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, à qui l'on doit le terme Anthropocène. Donc, coucou, il a trouvé comment stopper le réchauffement climatique. Alors là, on donne la parole à Paul Crutzen. On pourrait larguer des millions de tonnes de soufre dans l'atmosphère. Alors lui, il a rajouté pouvoir. Donc c'est ça la solution. La solution consiste à balancer du H2S dans l'atmosphère de manière sans discontinuité pour limiter le réchauffement climatique. Ça a des conséquences dingues parce que comme on est dans un système complexe, on ne sait pas vraiment ce qui va vraiment se passer. Si on arrête, ou plutôt, si on arrête, on aura des graves problèmes, donc il ne faut pas arrêter le système. Si on a une grosse éruption volcanique, ce qui est tout à fait possible, là c'est la cata totale, parce qu'il y aura beaucoup trop d'aérosols dans l'air. Et puis, voilà. C'est vraiment des projets extrêmement dangereux, comme l'idée, par exemple, de mettre beaucoup plus de plancton dans les océans, parce que ceux-ci peuvent capter le CO2. C'est toujours le même problème. De mettre une nouvelle entité biologique dans un milieu, ça perturbe tout le milieu. Enfin, toutes les solutions sont de cette nature-là et sont extrêmement dangereuses. Donc c'est ça que Zepp lui-même se moque ici. Et donc après, on voit Paul Crutzen partir un peu tête basse et le dinosaure et la méduse se moquent de Zepp en disant bienvenue dans le Débilocène. Il y en a un autre aussi, je vous laisse aller voir sur le blog. Et juste une autre question. Donc en gros, faire ce que propose Crutzen, c'est quoi ? C'est poursuivre le projet. Je termine, 2 minutes, je trouve. C'est poursuivre le projet moderne. Si on dit, on va continuer à faire la science et de la technique. Et je vous présente un autre sujet que je trouve extrêmement grave. Maintenant, on se dit, on a besoin de métaux lourds pour notre technologie. On n'en a pas assez de différents métaux, éléments chimiques. On va aller le chercher au fond des océans.
Et donc, a démarré maintenant, dès l'année passée, un projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui plonge à 1600 mètres de profondeur avec des charmantes machines de ce type-là pour aller attaquer le fond des océans. Donc maintenant, on ne se contente plus des mines à ciel ouvert, on va au fond des océans. Et il y a plein de choses intéressantes. Dans les zones peu profondes, pour ceux qui ont fait de la géologie, les mers épicontinentales, on peut trouver des diamants marins, on peut trouver des phosphates, des choses comme ça. Mais c'est des zones à relativement faible profondeur. On va déjà chercher du pétrole dans ces zones-là. Mais si on va commencer à draguer le fond comme ça, du point de vue écologique, c'est juste effrayant parce qu'il y a énormément de vie qui se concentre dans ces mers relativement peu profondes autour des continents. Mais après, l'idée, c'est même d'aller au fond des océans avec des espèces de grandes moissonneuses batteuses comme ça. Donc, si ça vous intéresse, ça, j'ai pris sur le site de Greenpeace, il y a un rapport sur ces questions-là. Et puis, une dernière chose sur ce sujet-là, c'est qu'évidemment, j'avais été surpris l'année dernière, j'avais vu dans le cadre d'un très gros colloque de géochimie, Shell, la compagnie Shell, qui investissait beaucoup d'argent pour payer des projets de recherche. Disant, mais la dernière terra incognita, c'est le fond des océans, génial, on va mettre de l'argent, on va étudier le fond des océans. Fantastique, donc il y a plein de scientifiques très contents. Mais évidemment que si c'est Shell qui est derrière, on peut se douter que ce n'est pas juste pour la science qu'ils sont intéressés par le fond des océans. Donc Shell et d'autres sont en train d'investir, et des compagnies minières sont en train d'investir massivement de l'argent pour aller chercher des ressources au fond des océans. Alors, pour conclure, je dirais quelle est notre responsabilité, la question là-dedans. Moi, je l'ai évoqué tout à l'heure, justice climatique. Du point de vue des sciences naturelles, l'Anthropocène, ça met en cause l'homme, si on prend les temps géologiques. Mais évidemment que du point de vue de notre histoire, il n'y a pas une humanité, il n'y a pas une ethnie sur Terre, il n'y a pas une manière de vivre. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en effet, toutes les humanités n'ont pas la même responsabilité dans le processus. Et donc, quand on dit l'homme, il faut quand même faire cette précaution. Quand on dit l'âge de l'homme, finalement, on pourrait presque dire de l'homme occidental. Bon, même, on a bien exporté notre modèle dans les autres régions. Ensuite, par rapport au récit, je disais tout à l'heure de Paul Crussen, qu'on sait dire, bon, on ne savait pas, mais maintenant on sait, il y a beaucoup d'historiens des sciences qui ont montré que ce n'est pas vrai. En fait, il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte également au XIXe siècle, même au XVIIIe siècle. Il y avait des gens qui disaient qu'il y avait un problème et on ne les a pas écoutés. Donc on ne peut pas juste être dans ce récit un peu très religieux, dire on ne savait pas, mais maintenant comme on sait, on va se faire pardonner. C'est très judéo-chrétien comme approche. Et dans le raisonnement, c'est tout à fait présent. Et du coup, qu'est-ce qui va nous sauver? C'est la géogénérie. Je pense que cette voie-là, elle est tout à fait dangereuse. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas de technique pour résoudre la question de l'Anthropocène. On a besoin de technologie, on a besoin de science. Il ne faut pas caricaturer mon discours. Mais ce n'est pas de penser que uniquement la science va nous sortir de ce pétrin. Ça, je pense sincèrement que c'est un leurre. On aura besoin de la science, on aura besoin de la technique, ça c'est évident, mais de penser que c'est ça. L'enjeu, il est où alors? Quel chemin? Alors moi, pour dire, j'aime bien citer Edgar Morin, qui dans une tribune dans le Monde, j'ai mis le lien, ça s'appelle « Éloge de la métamorphose », c'est un joli texte il ne parle pas d'anthropocène, mais ça parle de ça en fait, en réalité. Il écrit « Le probable est la désintégration, l'improbable mais possible est la métamorphose ». Donc l'enjeu, c'est celui d'une métamorphose, et où il le dit aussi dans le texte, il marquait « Les vertus de la crise, en même temps que des forces régressives et désintégratrices, des forces génératrices, créatrices », c'est un peu dur à lire, s'éveillent dans la crise planétaire de l'humanité. Donc le pari, c'est de dire « Ok, ça ne va pas très bien », mais forcément naissent à gauche, à droite des initiatives qui devraient nous amener à autre chose, à cette métamorphose. Ça veut dire quoi, métamorphose? C'est la métamorphose de notre rapport au monde. C'est-à-dire que nécessairement, ce n'est pas la technique seule qui va nous sauver, mais il va falloir qu'on change notre rapport à la nature d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut, ça ne veut pas dire nécessairement revenir en arrière, mais on ne peut plus se penser comme on s'est pensé dans la modernité, comme un élément externe ou un petit peu entre Dieu et le monde, il y a nous. Il faut vraiment qu'on redevienne, selon une formule de Brûlé-Latour, on doit redevenir terrien, d'humain. Ça, c'est l'humanisme, c'est les siècles des Lumières, c'est la pensée moderne. D'humain, on doit devenir terrien, c'est-à-dire qu'on doit reprendre, on doit s'enraciner, on doit reprendre notre place sur Terre, on doit accepter et prendre notre place dans le système terrestre pour se comporter d'une manière plus intelligente et pas considérer que c'est quelque chose complètement dans lequel on peut puiser indéfiniment des ressources. Donc l'enjeu, c'est pour ça que l'important, c'est de considérer que l'enjeu n'est pas uniquement technique, mais clairement, il est d'ordre anthropologique, et je crois que c'est ma dernière présentation. Oui, alors évidemment, il y a des signes, heureusement, il y a des signes encourageants. Si, j'ai repris encore une fois un tweet, j'aime bien les tweets de Stéphane Foucard, mais il rappelle que Demain et Merci Patron sont des films qui cartonnent. En fait, il y a quand même des films, il y a quand même des initiatives qui commencent, alors c'est pas encore dominant, mais enfin, il y a quand même, on voit qu'émergent, c'est peut-être ces forces créatrices qu'évoque également. Il y a ci et là des choses qui potentiellement pourraient amener
à un avenir possible. Et enfin, je terminerai, comme c'est une exposition, c'est ma toute dernière slide. Il y a déjà eu des expositions, mais je vous rappelle, ici au centre, alors je n'ai pas pu vous montrer l'affiche, parce que je suis assez content, on a une belle affiche, pas le droit de vous la montrer, mais en tout cas, si cette thématique vous intéresse, venez à Sion, dès le mois de juin, on aura une exposition qui vous présentera le thème. Voilà, merci pour votre attention.